À partir de juin 1941, la Seconde Guerre mondiale commença à se transformer en un véritable enfer sur Terre. Les soldats allemands, déjà frappés en 1939 par la misère des villages polonais, éprouvèrent une répulsion encore plus forte en pénétrant dans les terres soviétiques. Là, ils furent confrontés aux exécutions de prisonniers perpétrées par le NKVD et aux conditions précaires des fermes collectives qui faisaient du prétendu paradis soviétique une ironie amère, expression que Goebbels utilisait avec un sarcasme mordant. Le ministre de la propagande comprit vite, avec son esprit tordu, qu'il ne suffisait pas de nourrir le mépris et la haine. Il fallait les intensifier et leur donner forme pour soutenir le récit du régime. La haine, combinée à la peur, devint l'instrument le plus puissant pour inculquer une mentalité d'extermination. Les qualificatifs répétés à l'infini, asiatique, traître, juif bolchevique, bête, sous-homme, s'entremêlaient pour consolider cette vision déformée. La majorité des soldats finit par accepter comme vérité l'argument de Hitler selon lequel les Juifs étaient les véritables responsables du déclenchement de la guerre. L'ancien mélange d'attraction et de rejet que de nombreux Allemands, sinon la plupart, éprouvaient envers les peuples slaves de l'Est, s'intensifia avec les récits des atrocités commises durant la Révolution et la guerre civile russe. La propagande nazie chercha à exploiter cette perception, présentant l'affrontement comme un choc culturel, l'ordre allemand contre le chaos bolchevique, sa misère et son athéisme. Cependant, malgré certaines ressemblances superficielles entre le nazisme et le système soviétique, l'écart idéologique et culturel qui les séparait était immense, s'étendant des aspects les plus fondamentaux aux détails les plus quotidiens. Sous la chaleur étouffante de l'été, il n'était pas rare de voir des motocyclistes allemands traverser les chemins de campagne vêtus seulement de shorts et de lunettes noires. En Biélorussie et en Ukraine, les femmes âgées restaient stupéfaites devant ces hommes exhibant leurs torses nus, chose inhabituelle dans leurs coutumes. La surprise grandissait lorsqu'elles découvraient que, dans les Isbas, les soldats allemands restaient nus une grande partie du temps et harcelaient les jeunes filles. Bien que dans les villages proches du front, les cas de viol semblassent relativement rares, à l'arrière, la situation était toute différente. Là, les agressions sexuelles se multiplièrent, ayant pour principale victime de jeunes femmes juives. Le crime le plus atroce, toutefois, fut commis avec l'approbation directe des autorités elles-mêmes. Des rafles furent menées, au cours desquelles de jeunes Ukrainiennes, Biélorusses et Russes furent arrêtées et envoyées dans des bordels contrôlés par l'armée, où elles étaient contraintes de servir d'esclaves sexuels. Réduites à une condition servile, ces femmes devaient endurer des viols constants de la part des soldats revenant du front en permission. La résistance était punie avec une violence brutale, passage à tabac impitoyable ou, dans de nombreux cas, exécution immédiate. Paradoxalement, bien que les lois nazies interdisent toute relation intime avec les soi-disant Untermenschen ou sous-hommes, le haut commandement militaire valida ce système comme une solution pratique pour maintenir la discipline et préserver la santé de ses troupes. Du moins, dans ce cadre déshumanisant, les médecins de la Wehrmacht pratiquaient des examens réguliers sur les prisonnières afin d'éviter la propagation des maladies vénériennes, tentative vaine de justifier l'injustifiable. Pourtant, les soldats allemands pouvaient éprouver de la compassion envers les femmes soviétiques restées derrière, contraintes de survivre sans mari, sans bête de trait et sans machine. Un témoignage relata des scènes désolantes. On voit même 2 femmes tirer une charrue improvisée, tandis qu'une 3e la guide. Sur les routes, de véritables foules de femmes travaillent sous le regard d'un contremaître de l'organisation Todt, réparant la chaussée. C'est leur tâche, et si elles ne l'accomplissent pas, le fouet les y contraint. Il n'existe guère de famille dont le mari soit encore en vie. La réponse, 9 fois sur 10, est toujours la même. Mari mort à la guerre. C'est effroyable. Les pertes humaines subies par les Russes sont colossales. De nombreux Soviétiques, et en particulier les Ukrainiens, n'avaient jamais imaginé les horreurs que l'occupation allemande allait apporter. Dans les premiers jours, une grande partie de la population paysanne d'Ukraine accueillit les troupes envahissantes avec l'ancienne coutume d'offrir du pain et du sel en signe de bienvenue. Le ressentiment envers le régime communiste était profond. La collectivisation forcée des fermes et la famine de 1932 à 1933, qui avait coûté la vie à plus de 3 millions de personnes, avaient laissé une marque indélébile.
Les anciens, plus pieux, interprétèrent les croix noires peintes sur les blindés allemands comme des symboles d'une croisade destinée à les libérer du bolchevisme. Les officiers de l'Abwehr étaient convaincus que, vu l'immensité du territoire à soumettre, la stratégie la plus efficace pour la Wehrmacht aurait été de lever une armée ukrainienne d'1 million d'hommes. Hitler rejeta immédiatement la proposition, affirmant qu'il ne mettrait jamais d'armes entre les mains des Untermenschen slaves. Cependant, ces ordres furent rapidement ignorés. La Wehrmacht comme la SS commencèrent des recrutements à grande échelle. L'organisation des nationalistes ukrainiens, qui avait au départ collaboré avec les envahisseurs, fut immédiatement dissoute. Berlin voulait étouffer toute tentative d'indépendance ukrainienne. En dépit de la propagande soviétique, qui insistait sur les réalisations industrielles du régime, les paysans ukrainiens et d'autres peuples de l'Est furent impressionnés par la supériorité de l'équipement allemand. L'écrivain Vassili Grossman raconta comment un groupe de villageois s'attroupait autour d'un motocycliste autrichien capturé. Ils observaient avec fascination son long manteau de cuir brillant, au ton métallique. Tous le touchaient avec admiration et hochèrent la tête, murmurant entre eux « Comment pourrait-on affronter des gens qui s'habillent ainsi? Si leurs manteaux sont d'une telle qualité, leurs avions doivent être tout aussi redoutables. » Dans leurs lettres de campagne, de nombreux soldats allemands avouaient à leur famille la déception qu'ils ressentaient en découvrant qu'en Union soviétique, il y avait peu à piller en dehors de la nourriture. Après les présents initiaux de la population locale, ils se mirent à confisquer des oies, des poules et du bétail. Ils allèrent eux-mêmes jusqu'à détruire des ruches pour s'approprier le miel, ignorant les suppliques des paysans qui avertissaient qu'ainsi ils n'auraient plus de quoi survivre à l'hiver. Avec nostalgie, les Lancers évoquaient la campagne de France, où les butins avaient été bien plus abondants. Mais à l'Est, la situation était tout autre. Il n'y avait pas de luxe à piller et, contrairement aux Français, les soldats de l'armée rouge persistaient dans la lutte, refusant d'accepter la défaite. Tout soldat allemand qui tentait de montrer de la compassion envers les prisonniers soviétiques était aussitôt ridiculisé par ses camarades. La majorité ne voyait dans ces centaines de milliers de captifs guère plus qu'une vermine à exterminer. Les conditions misérables dans lesquelles ils étaient plongés, saleté, faim et abandon, conséquence directe du traitement reçu, ne faisaient que confirmer les préjugés que la propagande nazie répétait depuis 8 ans. Ainsi, la déshumanisation devenait une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Un garde allemand alla jusqu'à écrire à sa famille que les prisonniers soviétiques dévoraient de l'herbe comme s'ils étaient du bétail. Et lorsque les colonnes de captifs passaient près d'un champ de pommes de terre, ils se jetaient au sol désespérés, grattaient la terre avec leurs ongles et dévoraient les tubercules crus. Bien que l'opération Barbarossa ait été conçue autour de batailles d'encerclement rapide, les commandants allemands avaient à peine prévu comment gérer la capture massive de prisonniers. En pratique, l'abandon était délibéré. Plus ils mourraient, moins il faudrait de ressources pour les nourrir. Un prisonnier de guerre français se souvenait de l'arrivée d'un contingent soviétique dans un camp de la Wehrmacht, dans le gouvernement général. Selon son récit, ils avançaient par rang de 5, se soutenant les uns les autres, car aucun ne pouvait marcher seul. C'étaient, disait-il, des squelettes vivants. Leurs visages n'avaient plus de couleur humaine. Plutôt que jaunâtre, ils semblaient verdâtres. Les paupières presque closes, incapables de fixer leur regard, ils s'effondraient au sol par groupes entiers. Alors, les gardes allemands se jetaient sur eux et les frappaient à coups de crosse et de fouet, achevant un tableau de totale déshumanisation. Plus tard, les officiers allemands tentèrent de justifier ce qui s'était passé avec les 3 millions de prisonniers capturés en octobre, en invoquant le manque de troupes pour les surveiller et l'absence de moyens de transport pour assurer leur ravitaillement. Mais la réalité fut bien plus cruelle. Des milliers de soldats de l'armée rouge périrent dans les marches forcées parce que la Wehrmacht elle-même refusa d'utiliser ses camions et ses trains sous prétexte que ces hommes puants pouvaient contaminer leurs véhicules. Aucun camp approprié n'avait été préparé pour les accueillir. À la place, des dizaines de milliers furent entassés en plein air, simplement entourés de barbelés. Là, ils restaient exposés aux intempéries, traités comme des animaux, presque sans nourriture ni eau, condamnés à mourir lentement de faim, de froid et d'abandon. Tout cela s'inscrivait dans ce qu'on appelait le plan faim.
la stratégie nazie qui prévoyait l'élimination de 30 millions de soviétiques afin de résoudre, selon eux, le problème de la surpopulation dans les territoires conquis. Les blessés étaient laissés aux soins des médecins de l'armée rouge, bien que ceux-ci fussent dépourvus de tout matériel sanitaire, qu'on leur refusait délibérément. Dans les camps de prisonniers improvisés, les gardes jetaient par-dessus les barbelés de petites rations de pain, totalement insuffisantes, puis se divertissaient en observant les captifs s'affronter violemment pour obtenir un morceau. Rien qu'en 1941, plus de 2 millions de prisonniers soviétiques moururent de faim, de maladie ou d'exposition au froid. La haine suscitée par de telles atrocités amena les troupes soviétiques à répondre par la même brutalité. Des prisonniers allemands furent exécutés d'une balle ou achevés à coups de baïonnette, poussés par la fureur engendrée par l'invasion et la cruauté ennemie. De plus, dans le chaos des retraites, nourrir et garder les captifs était pratiquement impossible, ce qui réduisit considérablement leurs chances de survie. Les commandants soviétiques, furieux, regrettaient la perte de langues, c'est-à-dire de prisonniers utiles pour obtenir des renseignements. La peur et la haine se combinèrent pour façonner l'un des aspects les plus cruels de la guerre, la lutte contre les partisans. Bien avant l'invasion de l'Union soviétique, la doctrine militaire allemande considérait la guerre de guérilla comme une forme de combat illégitime, presque scandaleuse. Ainsi, il ne fut pas surprenant que le haut commandement allemand donne rapidement l'ordre d'exécuter sommairement les commissaires politiques et les combattants irréguliers. Cependant, bien avant que Staline ne lance son célèbre appel à la résistance dans son discours du 3 juillet 1941, des foyers d'insurrection s'étaient déjà levés. Des groupes de soldats de l'armée rouge, piégés derrière les lignes ennemies, commencèrent à s'organiser spontanément. Ils furent rejoints par des paysans et des civils fuyant la destruction de leur village. Dans les forêts et les marais, ces hommes et ces femmes, habitués à la vie rurale, mirent à profit leur connaissance du terrain, du camouflage et des tactiques d'embuscade. Bientôt, les partisans devinrent une menace bien plus sérieuse que ce que les stratèges allemands avaient anticipé en concevant l'opération Barbarossa. Au début de septembre 1941, la guerre de guérilla en Ukraine était déjà une réalité impossible à ignorer. 63 détachements de partisans, regroupant près de 5000 hommes et femmes, opéraient activement derrière les lignes allemandes. Le NKVD, loin de se contenter de ces groupes, prévoyait d'en déployer 80 supplémentaires, tout en formant plus de 430 personnes pour des missions de soutien à l'arrière. Au total, plus de 20 000 combattants étaient déjà en action ou sur le point d'y entrer. Certains de ces partisans recevaient une formation si spécialisée qu'ils étaient capables de se faire passer pour des officiers allemands. Leurs cibles étaient multiples: voies ferrées, convois militaires, locomotives, camions de ravitaillement, liaisons postales, dépôts de carburant, ponts, aérodromes et même lignes de communication téléphonique et télégraphique. Grâce à des radios parachutées depuis Moscou, les détachements, dirigés pour la plupart par des officiers de la garde frontière du NKVD, maintenaient un contact constant avec la capitale soviétique, transmettant des informations clés et recevant des ordres directs pour coordonner leurs opérations. Comme on pouvait s'y attendre, l'expansion de la résistance partisane transforma en mirage la vision idyllique d'Hitler sur le supposé Jardin d'Éden de l'Est. Les colons allemands et les Volksdeutsch, à qui l'on avait promis des terres fertiles et la soumission absolue de la population locale, comprirent rapidement que ce rêve de colonisation était entouré de violence et de dangers permanents. Le projet de Lebensraum exigeait des territoires purs et des paysans obéissants, mais la réalité était tout autre. Les représailles nazies ne tardèrent pas à s'intensifier. Chaque village proche d'une attaque de partisans était incendié jusqu'aux fondations. Les otages étaient fusillés sans ménagement et, dans de nombreux cas, des exécutions publiques de femmes et de jeunes filles accusées de collaboration avec la résistance visaient à semer la terreur. Cependant, plus la brutalité des représailles augmentait, plus la détermination à résister grandissait. Les chefs partisans allaient même jusqu'à encourager ces châtiments, convaincus que la haine de l'occupant croîtrait avec chaque acte de cruauté. Dans ce contexte, décrit par beaucoup comme un véritable âge de fer, la vie humaine perdait toute valeur jusqu'à devenir insignifiante. Pour les nazis, cette indifférence atteignait son paroxysme lorsque les victimes étaient juives, réduites dans leur idéologie à de simples obstacles à éliminer.
La Shoah se déploya en deux grandes étapes. D'abord, les assassinats de masse par fusillade, puis l'extermination systématique par l'utilisation de chambres à gaz. Le processus qui mena à la machine industrielle des camps d'extermination ne fut pas uniforme, mais progressif et inégal. Jusqu'en septembre 1939, la politique nazie envers les Juifs en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie reposait sur la pression visant à les forcer à quitter le pays. La persécution, l'humiliation et la confiscation des biens étaient utilisées comme instrument d'expulsion. Avec le déclenchement de la guerre, cette stratégie devint intenable. Et l'annexion de la Pologne ajouta 1 700 000 Juifs supplémentaires sous contrôle allemand. En mai 1940, en pleine campagne militaire contre la France, Heinrich Himmler remit à Hitler un mémorandum intitulé « Considérations sur le traitement des populations étrangères de l'Est ». Il y suggérait que les Polonais considérés comme racialement aptes soient intégrés dans la société allemande, tandis que les autres devaient être relégués au rang de serfs. Concernant les Juifs, il proposait de les faire disparaître d'Europe par un plan d'émigration forcée vers l'Afrique ou d'autres colonies lointaines. À ce moment-là, Himmler qualifiait encore l'extermination physique de procédé propre aux bolcheviks et étranger à l'esprit allemand. La proposition de Himmler d'expulser les Juifs européens se concentra sur l'île française de Madagascar. Adolf Eichmann, alors encore à un poste subalterne dans la bureaucratie nazie, envisagea la Palestine, sous mandat britannique, comme destination possible. Reinhard Heydrich, bras droit de Himmler, partageait l'idée que l'émigration n'était pas une solution viable pour les plus de 3,7 millions de Juifs vivant dans les territoires occupés par l'Allemagne et défendait à la place une solution territoriale. Le plan présentait toutefois un obstacle insurmontable. Même si le régime de Vichy acceptait la déportation, le soi-disant projet Madagascar était impraticable en raison de la domination maritime britannique. Néanmoins, l'idée de concentrer les Juifs dans une vaste réserve, sans considération de son emplacement exact, demeura pendant un certain temps l'option privilégiée des autorités nazies. En mars 1941, lorsque les ghettos de Pologne ne pouvaient plus contenir davantage de personnes, l'idée d'un recours à la stérilisation massive fit son apparition. Parallèlement, alors que se préparait l'imminente opération Barbarossa, les dirigeants nazis concevaient un projet encore plus ambitieux: déplacer les Juifs européens avec des dizaines de millions de Slaves vers l'intérieur de l'Union soviétique une fois la victoire militaire acquise. Le plan prévoyait qu'après avoir atteint la ligne Arkhangelsk-Astrakhan, la Luftwaffe se chargerait de détruire par bombardement les usines d'armement et les centres de communication subsistant dans l'Oural et au-delà. Hans Frank, gouverneur du gouvernement général en Pologne, voyait dans l'invasion l'occasion parfaite de déporter tous les Juifs rassemblés sur son territoire. D'autres dignitaires, comme Reinhard Heydrich, se concentraient sur des questions plus immédiates, principalement sur la pacification des zones occupées. Pour Hitler, ce concept ne souffrait aucune ambiguïté. Alfred Rosenberg, ministre des Territoires de l'Est, le résuma froidement en affirmant que la meilleure façon dont cela peut se produire est de tirer sur quiconque nous regarde de travers. Dans ce contexte, il fut établi que les soldats ne seraient pas poursuivis pour crimes contre les civils, sauf si la discipline l'exigeait expressément. Les hauts commandements de l'armée, encore sous l'influence du prestige qu'Hitler avait gagné après la victoire sur la France, succès que beaucoup d'entre eux avaient mis en doute, n'opposèrent aucune résistance à ces ordres. Au contraire, certains accueillirent avec enthousiasme l'idée d'une guerre d'extermination, le Vernichtungskrieg. Les dernières réserves morales face aux massacres perpétrés par la SS en Pologne s'étaient totalement évanouies. Le maréchal Walter von Brauchitsch, commandant en chef de l'armée, travailla en étroite collaboration avec Reinhard Heydrich, devenant le lien direct entre la Wehrmacht et la SS durant l'opération Barbarossa. L'armée allemande se chargea de fournir les Einsatzgruppen et de coopérer avec eux par l'intermédiaire des officiers de renseignement les plus hauts gradés dans chaque état-major. Ainsi, au niveau les plus élevés du commandement militaire, nul ne pouvait invoquer l'ignorance. La complicité dans les opérations d'extermination était ouverte et consciente. La Shoah par balle est généralement évoquée principalement à travers l'action des 3000 hommes des Einsatzgruppen de la SS.
Cependant, on oublie souvent que 11 000 autres hommes, répartis en 21 bataillons de l'Ordnungspolizei, ont agi comme une seconde vague à l'arrière de l'avancée allemande, menant des massacres à grande échelle. À ces unités s'ajoutait une brigade de cavalerie de la SS et 2 brigades des Waffen-SS, déployées sur ordre de Himmler pour fournir un soutien direct. Le premier régiment de cavalerie SS était sous le commandement de Hermann Fegelein qui, quelques années plus tard, en 1944, épouserait la sœur d'Eva Braun, entrant ainsi dans le cercle intime de Hitler. À l'été 1941, Himmler donna à ses hommes un ordre terrifiant, exécuter tous les hommes juifs et jeter les femmes dans les marais du Pripet. À la mi-août, la brigade de cavalerie affirmait avoir tué 200 soviétiques au combat et fusillé plus de 13 700 civils, pour la plupart des juifs stigmatisés comme pillards. Chaque groupe d'armées impliqué dans l'opération Barbarossa avait un Einsatzgruppe derrière lui. Plus tard, un 4e groupe serait ajouté au sud, suivant la ligne des armées roumaines et de la 11e armée vers la mer Noire. Ces détachements comptaient environ 800 hommes chacun et étaient recrutés dans toutes les branches de l'énorme appareil de Himmler, de la Waffen-SS au Sicherheitsdienst SD, à la Sicherheitspolizei, SIPO, à la Kriminalpolizei, Kripo, et à l'Ordnungspolizei elle-même. Leur structure interne combinait 2 Sonderkommando, opérant immédiatement derrière le front avec 2 Einsatzkommando situés un peu plus en arrière, dans une machine répressive qui avançait avec l'armée et transformait le territoire occupé en un théâtre d'extermination systématique. Reinhard Heydrich donna des instructions précises aux commandants des Einsatzgruppen, des hommes appartenant à l'élite intellectuelle de la SS, pour la plupart titulaires d'un doctorat, afin d'encourager les groupes antisémites locaux à tuer juifs et communistes. Ces massacres étaient déguisés sous l'euphémisme de « travaux de nettoyage ». Cependant, il fut ordonné aux Allemands de ne pas montrer de soutien officiel explicite, ni de permettre à ces milices de croire que de telles actions leur conféreraient un quelconque degré d'autonomie politique. Les Einsatzgruppen eux-mêmes avaient pour mission d'éliminer les cadres communistes, commissaires politiques, partisans, saboteurs et tous les juifs liés à l'administration de l'État ou du parti. Heydrich suggéra même qu'ils pouvaient aller au-delà de ces catégories lorsque cela était nécessaire, agissant avec une dureté sans précédent, incluant l'exécution de tous les hommes juifs en âge militaire. À ce moment-là, il n'existait pas encore d'ordre formel pour assassiner systématiquement les femmes et les enfants. L'extermination a commencé le jour même où les armées allemandes ont franchi la frontière soviétique le 22 juin 1941. Comme l'avait prévu Heydrich, de nombreux premiers massacres ont été perpétrés par des collaborateurs locaux, notamment en Lituanie et en Ukraine. Rien qu'en Ukraine occidentale, 24 000 juifs furent exécutés, et à Kaunas, plus de 3 800. Les scènes de violence étaient brutales. Les soldats allemands soumettaient les juifs à des perquisitions, des rafles et des tortures. Aux rabbins, on arrachait ou brûlait la barbe avant de les frapper à mort, le tout sous les yeux de foule qui célébraient les exécutions. Pour justifier ces massacres, on diffusa l'idée qu'il s'agissait de représailles contre les crimes du NKVD avant son retrait. Peu après, les Einsatzgruppen et les unités de police commencèrent à organiser des rafles massives où des centaines voire des milliers de juifs étaient arrêtés et tués en quelques heures. Les victimes étaient obligées de creuser leurs propres fosses sous la surveillance de leurs bourreaux. Si quelqu'un s'arrêtait ou travaillait trop lentement, il était exécuté sur le champ. Ensuite, ils étaient au sommet de se déshabiller, d'un côté pour fouiller leurs vêtements à la recherche d'argent ou d'objets de valeur, de l'autre pour que les uniformés puissent s'en approprier. Agenouillés au bord de la fosse, ils recevaient une balle dans la nuque, tombant face contre terre dans la tombe fraîchement creusée. Certaines unités de la SS et de la police appliquaient une méthode différente, qu'elles jugeaient plus efficace. Elles forçaient le premier groupe à s'allonger au fond de la fosse et les mitraillaient sur place. Le groupe suivant devait s'allonger sur les cadavres, tête contre pied, avant de subir le même sort. Cette méthode macabre fut surnommée la boîte de sardines. Ailleurs, les victimes étaient enfermées dans des synagogues qui étaient ensuite incendiées. Ceux qui tentaient de s'échapper étaient abattus. Les visites de Himmler dans les zones d'exécution, destinées à encourager ces hommes, servirent en réalité à étendre et à intensifier les massacres. L'objectif initial
des fonctionnaires juifs liés au parti ou à l'État, s'étendit rapidement à tous les hommes juifs en âge militaire, puis à tous les hommes, quel que soit leur âge. Fin juin et début juillet 1941, ce furent surtout des groupes antisémites locaux qui commencèrent à tuer des femmes et des enfants. Cependant, vers la fin juillet, les Einsatzgruppen, les brigades Waffen-SS et les unités de police allemandes prirent également en charge l'exécution systématique des femmes et des mineurs juifs. Dans ces massacres, ils bénéficièrent de la collaboration d'environ 26 bataillons de police recrutés parmi la population locale, mobilisés malgré l'interdiction expresse de Hitler d'armer les Slaves. La plupart de ces collaborateurs étaient attirés non par l'idéologie, mais par la possibilité de piller leurs victimes avant de les tuer. Certains soldats allemands, y compris des membres de la Luftwaffe, participèrent activement au massacre, comme le révélèrent plus tard les interrogatoires du 7e département du NKVD auprès des prisonniers de guerre. Un pilote de la 3e escadrille admit avoir assisté à l'exécution d'un groupe de Juifs dans un village près de Berdichev au début de l'invasion. Un Jeffreiter du 765e bataillon du génie, nommé Traxler, raconta avoir vu des exécutions massives près de Rovno et Dubno par des soldats de la SS. Lorsqu'un d'eux commenta l'horreur de la scène, un sous-officier de la même unité, nommé Graf, répondit froidement « Les Juifs sont des porcs, et les tuer prouve que l'on est une personne civilisée. » Une autre fois, un caporal allemand d'une unité de transport, accompagné d'un sous-officier d'intendance, est tombé sur un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants, les mains liées avec du fil de fer, escortés par des membres de la SS. En les suivant jusqu'aux abords d'un village, ils ont aperçu une tranchée d'environ 150 mètres de long et 3 mètres de profondeur. Là, plusieurs centaines de Juifs étaient obligés de s'allonger par rangées sur le sol. À chaque extrémité de la fosse, des hommes de la SS parcouraient la ligne en tirant avec une mitrailleuse soviétique capturée. Après la première rafale, un nouveau groupe était contraint de se placer sur les cadavres, le même procédé se répétant. Parmi les victimes se trouvait une fillette d'environ 12 ans qui, en voyant la tranchée, se mit à crier « Laissez-moi vivre, je ne suis qu'une enfant !» Sa supplique ne changea rien. Elle fut jetée dans la fosse et abattue comme les autres. Certains ont réussi à échapper au massacre, bien qu'ils soient marqués à vie. Dans le nord-est de l'Ukraine, l'écrivain et correspondant Vassili Grossman rencontra une jeune juive qui avait réussi à fuir. Il la décrivit dans ses notes comme « une beauté aux yeux illuminés d'une lueur terrible, presque de folie, témoignage vivant du traumatisme que portaient les survivants ». Au sein même de la Wehrmacht, l'attitude face au meurtre d'enfants juifs variait selon les générations. Les officiers plus jeunes semblaient plus enclins à tolérer ces massacres, convaincus que si les enfants survivaient, ils chercheraient un jour à se venger. En septembre 1944, alors qu'ils étaient prisonniers en Grande-Bretagne, une conversation enregistrée secrètement entre le général de blindés Heinrich Eberbach et son fils révéla cet état d'esprit. Le général estimait que tuer des millions de Juifs était nécessaire dans l'intérêt de notre peuple, mais que tuer des femmes et des enfants allait trop loin. Son fils répondit froidement « Si tu veux tuer des Juifs, tue aussi des femmes et des enfants, au moins les enfants. » À quoi cela sert-il de ne tuer que les adultes? Bien que la plupart des unités de première ligne n'aient pas participé directement aux exécutions, il y eut des exceptions. La division SS Wiking en Ukraine et plusieurs divisions d'infanterie de l'armée participèrent à des massacres comme ceux survenus à Brest-Litovsk. La collaboration entre la SS et les états-majors de l'armée était étroite, bien que les hauts commandements aient tenté de maintenir une certaine distance formelle par rapport au crime. Des ordres furent émis interdisant aux soldats de la Wehrmacht de participer ou d'assister aux exécutions massives. Cependant, ces avertissements eurent peu d'effet. De plus en plus de soldats en congé venaient en spectateurs, certains prenaient des photos en souvenir et d'autres se portaient volontaires pour remplacer les bourreaux de la SS lorsqu'ils voulaient faire une pause. En Ukraine, comme en Lituanie, en Lettonie et en Biélorussie, les massacres de masse sont devenus courants, presque toujours avec la collaboration de collaborateurs locaux recrutés par les Allemands. L'antisémitisme dans la région avait augmenté après la grande famine du début des années 1930, lorsque des agents soviétiques répandaient des rumeurs en accusant les Juifs de la pénurie alimentaire, détournant ainsi la responsabilité des politiques brutales de collectivisation
et de la persécution des koulaks imposée par Staline. Des volontaires ukrainiens ont également été utilisés pour garder les prisonniers de l'armée rouge. Ce sont des hommes bien disposés et très camarades. Ils nous apportent un soulagement considérable, écrivait un simple soldat allemand dans une lettre. Après les massacres à Lwów et dans d'autres villes, les collaborateurs locaux ont activement aidé les Einsatzgruppen dans la persécution des Juifs. À Berdichev, où se trouvait l'une des plus grandes communautés juives d'Ukraine, les voisins ont collaboré en dénonçant et en encerclant les victimes. Là, l'Einsatzgruppe C a réalisé l'un des plus grands massacres. Vassili Grossman décrit comment, à l'arrivée des Allemands, les soldats criaient depuis les camions « Jude kaput !» en agitant les bras avant de commencer le massacre. On estime que plus d'1,5 million de Juifs soviétiques ont réussi à échapper aux escadrons de la mort. Cependant, la situation jouait en leur défaveur. La majorité de la population juive de l'URSS était concentrée dans les régions occidentales, dans les grandes villes et centres urbains, ce qui facilitait énormément le travail des Einsatzgruppen. Pour les commandants de ces unités, il fut agréable de constater que leurs camarades de l'armée allemande non seulement ne mettaient pas d'obstacles, mais collaboraient fréquemment activement et montraient même leur disposition à aider dans les massacres. Cette complicité a accéléré la machine d'extermination. À la fin de 1942, le bilan était terrifiant. Plus d'1 350 000 Juifs avaient été tués, victimes non seulement des Einsatzgruppen de la SS, mais aussi de l'Ordnungspolizei, des unités antipartisans et de l'armée allemande régulière. L'invasion de l'Union soviétique a radicalement transformé la politique d'occupation allemande dans presque toute l'Europe. À l'Est, la possibilité de soumettre des millions de personnes a renforcé la confiance des nazis dans l'utilisation de la terreur comme principal instrument de domination. L'ampleur du territoire conquis nourrissait à la fois l'ambition et le délire de contrôle absolu. Bien que certains officiers et politiciens allemands aient d'abord pensé que certaines populations, comme les Baltes ou les Ukrainiens, pourraient être gagnées pour la cause au nom de la croisade anti-bolchevique, pour Hitler, ces considérations étaient sans importance. La seule chose qui l'intéressait était d'inspirer la peur en soi comme instrument de pouvoir. Comme en Pologne, son idée était claire. Ces peuples devaient disparaître de la carte, absorbés ou détruits au nom de son projet de domination totale. Malgré le rejet initial d'Hitler de voir des Slaves porter l'uniforme allemand, près d'1 million de citoyens soviétiques ont fini par servir dans l'armée et la SS. Beaucoup se sont joints comme IWI, troupes auxiliaires non armées, pour échapper à la faim dans les camps de prisonniers. Avec le temps, bon nombre de ces Ivan ont été employés officieusement comme soldats de combat. Un officier de la 12e division SS Panzer Hitlerjugend se souvenait avec fierté de son chauffeur et garde du corps personnel, un Russe qui l'accompagnait en permanence. Plus de 100 000 hommes ont participé à l'armée de libération russe du général Vlasov et à un corps de Cosaques qui combattaient les partisans sur le territoire soviétique, puis plus tard en Yougoslavie et en Italie. Les gardiens ukrainiens des camps de concentration ont acquis une réputation redoutable pour leur brutalité. Himmler a encore élargi la diversité de ses rangs en recrutant des Lettons, des Estoniens, des Caucasiens et même des musulmans bosniaques pour les formations de la Waffen-SS. En 1943, il a créé une division ukrainienne baptisée SS Galicia, un nom choisi pour éviter de provoquer la colère d'Hitler. La réponse fut massive. 100 000 Ukrainiens se sont portés volontaires, bien qu'un seul tiers ait été finalement accepté. Le traitement de la population civile dans les territoires occupés et des prisonniers de guerre fut d'une brutalité extrême. En février 1942, environ 60% des 3,5 millions de soldats de l'armée rouge capturés étaient morts de faim, de maladie ou d'exposition au froid. Les nazis les plus fanatiques n'acceptaient pas seulement cette cruauté, ils en étaient fiers. La déshumanisation de leurs victimes reposait sur une logique perverse, les diviser en catégories, juifs, slaves, asiatiques, gitans, les soumettre à l'humiliation, à la faim et à la misère, puis utiliser cette souffrance comme preuve de leur prétendue infériorité raciale. La rivalité entre les hiérarques d'Hitler à l'Est a atteint des niveaux chaotiques, encore plus qu'en Allemagne même, où le parti nazi et les organismes d'État étaient déjà en compétition.
Alfred Rosenberg fut nommé ministre des Territoires occupés, mais son autorité fut constamment annulée. Son Ostministerium devint l'objet de moqueries, en partie parce que Rosenberg était l'un des rares civils à proposer d'impliquer les nationalités soviétiques dans la guerre contre le bolchevisme. Pendant ce temps, Göring, responsable de l'économie de guerre, ne cherchait qu'à exploiter les ressources et à condamner la population à la faim. Himmler, quant à lui, planifiait l'extermination massive pour libérer de l'espace et coloniser avec une population allemande. Dans ce contexte, Rosenberg ne contrôlait ni la sécurité, ni l'approvisionnement alimentaire, ni l'économie. En pratique, il n'avait aucun pouvoir réel. Il ne pouvait même pas imposer son autorité sur Erich Koch, Reichskommissar en Ukraine et Gauleiter de Prusse orientale. Koch, connu pour sa brutalité et son alcoolisme, traitait les Ukrainiens avec un mépris absolu, les qualifiant de manière péjorative de « noirs » et gouvernant d'une main de fer, sans aucun intérêt pour leur coopération ou leur survie. Le soi-disant plan famine de Herbert Bach, conçu pour provoquer la mort de plus de 30 millions de citoyens soviétiques, ne fut jamais exécuté tel que prévu. La famine s'est produite, mais non pas à cause d'un plan organisé, mais à cause de la brutalité et du chaos de l'occupation. Les commandants militaires ont ignoré les ordres d'isoler les villes et de laisser mourir de faim leurs habitants, car la Wehrmacht avait besoin de maintenir en vie des millions de travailleurs soviétiques pour soutenir son propre effort de guerre. Le projet de Baquet, visant à approvisionner le Reich et les troupes du front oriental avec les ressources locales, échoua lamentablement. L'agriculture ukrainienne, considérée comme le grenier de l'Europe, avait été dévastée. Les Soviétiques avaient appliqué la politique de la terre brûlée, la guerre avait vidé d'énormes régions de leur population, les tracteurs avaient été évacués et les partisans perturbaient constamment la production. Pour la Wehrmacht, vivre de la terre signifiait réquisitionner le fourrage et les céréales, sacrifier sans mesure le bétail et la volaille, sans se soucier ni de l'approvisionnement futur ni de la survie de la population civile qui les produisait. À cela s'ajoutait un problème logistique. La pénurie de wagons et de véhicules motorisés empêchait de distribuer efficacement même les denrées disponibles. Le résultat fut un système d'exploitation chaotique et inefficace, combinant la famine planifiée et la famine due à la destruction et à la négligence. Les projets futurs des nazis frôlaient le délire. Le général plan Ost envisageait un empire s'étendant jusqu'aux montagnes de l'Oural, traversé par des autoroutes reliant de nouvelles villes, des villages satellites et des fermes modèles, toutes peuplées de colons armés. Pendant ce temps, les Untermenschen seraient réduits à l'état de serviteurs, contraints de travailler la terre pour soutenir les nouveaux maîtres. Himmler imaginait des villages allemands idylliques, avec potagers et jardins, construits sur les mêmes terres où ces Einsatzgruppen avaient commis des massacres. La Crimée devait devenir un centre de villégiature rebaptisé Gottengau, la Riviera du Nouveau Reich. Mais l'obstacle était évident. D'où provenait la population régermanisable nécessaire pour peupler un tel espace? Les volontaires danois, néerlandais ou norvégiens étaient très peu nombreux. Une idée absurde fut même proposée, transférer les slaves au Brésil et y installer à la place les descendants de colons allemands établis dans la province de Santa Catarina. La réalité s'imposa après la défaite de Stalingrad et le retrait du Caucase. Il n'existait pas assez d'Allemands, ni véritables, ni assimilés, ni contraints, pour atteindre l'objectif de 120 millions de colons. Le rêve de Hitler et Himmler apparut comme une fantaisie impossible, grotesque et irréalisable. La politique de nettoyage ethnique et les déplacements forcés en Europe centrale furent non seulement brutaux, mais également un énorme gaspillage de ressources et de main-d'œuvre à un moment où l'issue de la guerre restait incertaine. Les nouveaux colons, incapables de travailler la terre aussi efficacement que ceux qui avaient été expulsés ou exterminés, provoquèrent un effondrement catastrophique de la production agricole. Pendant ce temps, la machine de guerre allemande, sollicitée jusqu'à la limite, faisait face à une pénurie alarmante de travailleurs. Pour y remédier, Fritz Sauckel, bras droit d'Albert Speer au ministère de l'Armement, entreprit une tournée dans les territoires occupés afin de recruter 5 millions d'hommes et de femmes pour approvisionner usines, mines, fonderies et exploitations agricoles. Le Reich fut bientôt inondé de camps de concentration, transformés en réservoirs de main-d'œuvre esclave.
Les civils allemands observaient ces travailleurs étrangers avec méfiance, les percevant comme des ennemis dans leur propre pays. Les autorités nazies étaient conscientes de la contradiction qu'elles avaient créée, après avoir éliminé ceux qu'elles considéraient comme indésirables dans leurs frontières. Elles étaient obligées d'importer des centaines de milliers de personnes portant cette même étiquette pour maintenir leur économie de guerre. Les dirigeants nazis avaient promis une grande sphère économique allemande et une supposée Union européenne qui élèverait le niveau de vie. En pratique, il en fut tout autrement. Les politiques contradictoires et la nécessité d'exploiter les pays conquis détruisirent toute illusion de prospérité. Les nations occupées ont été contraintes de financer leur propre occupation, supportant les coûts du maintien des troupes allemandes. De nombreuses entreprises locales ont collaboré étroitement avec les nouveaux maîtres et ont tiré profit de la situation. Mais pour la population en général, la réalité a été un appauvrissement massif. Seul le Danemark, qui a conservé un statut semi-autonome, a partiellement échappé à ce destin. La plupart des États d'Europe occidentale ont été forcés de remettre entre un quart et un tiers de leurs recettes fiscales totales à l'Allemagne. De plus, une grande partie de leur production agricole a été réquisitionnée pour garantir que les citoyens du Reich ne manquent pas de nourriture. Dans les territoires occupés, ces mesures ont provoqué une forte inflation et alimenté un marché noir florissant, devenu la seule issue pour des millions de familles luttant pour survivre sous l'exploitation du régime nazi. Les chambres de la mort, l'enfer industriel de l'Holocauste. L'ampleur du plan conçu par Reinhard Heydrich et présenté lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942 était terrifiante. L'un de ses collaborateurs les plus proches le décrivait comme un homme d'ambition insatiable, d'une grande intelligence et d'une énergie sans limite. La soi-disant solution finale a été conçue pour exterminer plus de 11 millions de Juifs selon les calculs d'Adolf Eichmann. Ce chiffre incluait même ceux vivant dans des pays neutres comme la Turquie, le Portugal ou l'Irlande, ainsi qu'en Grande-Bretagne, l'ennemi que l'Allemagne n'avait pas réussi à vaincre. Que ces délibérations aient eu lieu à peine quelques semaines après l'échec de la Wehrmacht aux portes de Moscou et l'entrée des États-Unis dans la guerre montre deux interprétations possibles. Soit la confiance des nazis en une victoire finale restait intacte, soit ils se sentaient obligés d'accomplir leur mission historique avant que de nouveaux revers ne l'empêchent. Il est probable que les deux raisons se soient combinées. L'espoir d'une victoire rapide à l'été 1941 avait entraîné une radicalisation brutale de la politique nazie. Et lorsque le cours des événements atteignit un point décisif, il n'y eut plus de retour en arrière. Ainsi, la Shoah par balle est devenue l'antichambre de quelque chose d'encore plus sinistre. La Shoah par le gaz, étape finale vers l'extermination industrialisée. Comme le Hunger Plan, le plan fin, et le traitement brutal infligé aux prisonniers de guerre soviétiques, la soi-disant solution finale poursuivait un double objectif. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer les ennemis raciaux et idéologiques, mais aussi de garantir des réserves alimentaires pour la population allemande. Cette urgence devint encore plus grande avec l'arrivée massive de travailleurs étrangers transformés en main-d'œuvre esclave dans le Reich. La solution finale fut articulée comme un système parallèle. Travaux forcés conduisant à la mort et exécution immédiate, tous organisés par les Totenkopfverbände, les sinistres unités du crâne de la SS. Les seuls juifs exemptés, du moins temporairement, étaient les personnes âgées ou les figures éminentes destinées au camp de Theresienstadt, le faux ghetto modèle, les travailleurs qualifiés utiles à l'économie de guerre et ceux liés à des mariages mixtes. Mais même eux restaient en suspens, en attente d'une décision finale sur leur sort. Pour assurer discipline et brutalité au travail, la SS recourut à une pratique atroce, sélectionner des capots, prisonniers ordinaires transférés depuis des prisons, placés comme contremaîtres. Leur mission était de frapper, humilier et exploiter les travailleurs juifs, garantissant que la production ne s'arrête jamais. La construction du gigantesque complexe de Buna-Werk commença à l'été 1941, alors que les divisions allemandes semblaient approcher de la victoire sur le front de l'Est. Mais le projet nécessitait une main-d'œuvre massive qui n'était pas encore disponible. En octobre de la même année, Himmler ordonna à la Wehrmacht de fournir un contingent initial de 10 000 prisonniers de guerre, tous soldats de l'armée rouge. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, se souviendrait plus tard que ces hommes étaient arrivés dans des conditions déplorables.
Ils avaient à peine reçu de nourriture pendant les marches, et lorsqu'ils s'arrêtaient en chemin, on les obligeait à brouter comme des animaux, arrachant toute herbe ou racine qu'ils pouvaient mettre dans leur bouche. L'hiver fut impitoyable. Sans vêtements appropriés, affaiblis et affamés, de nombreux prisonniers furent réduits au cannibalisme pour tenter de survivre. Selon Heuss lui-même, ils mouraient comme des mouches. Ils avaient cessé de ressembler à des hommes, devenus des ombres ne pensant qu'à trouver quelque chose à manger. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que sur les 28 baraquements prévus pour le complexe industriel, il n'ait réussi à en construire que quelques-uns. Le plan d'exploitation s'effondrait avant même de commencer, tandis que les prisonniers périssaient à un rythme dévastateur. La productivité du complexe d'Auschwitz était même inférieure à celle des goulags dirigés par Beria en Union soviétique. La seule mesure d'efficacité prise par les nazis fut de construire un nouveau camp, Auschwitz III ou Monowitz, adjacent à l'usine de Bouna, pour éviter que les prisonniers ne perdent du temps en déplacement. Cependant, dans ce camp de concentration semi-privatisé, la brutalité ne diminua pas. Les gardes de la SS et les Kapos continuaient d'appliquer la doctrine du fouet, exigeant des travailleurs des tâches impossibles pour leurs corps affaiblis. Après la guerre, les dirigeants d'IG Farben, propriétaires en partie de l'entreprise qui fabriquait le Zyklon B, tentèrent de s'excuser en prétendant ignorer les exécutions massives. Mais la réalité était différente. Le colossal complexe de Bounawerk était géré par environ 2500 employés allemands venus du Reich, qui vivaient et interagissaient quotidiennement avec les gardes d'Auschwitz-Birkenau. Le témoignage de l'un d'eux est révélateur. Lorsqu'il demanda l'origine de l'odeur insupportable qui imprégnait l'air, un membre de la SS répondit froidement qu'il s'agissait de l'odeur du juif bolchevique sortant de la cheminée de Birkenau. En mai 1942, lorsque le nombre de juifs déportés à Auschwitz atteignait des chiffres sans précédent, la SS décida de transférer les prisonniers politiques polonais restants vers des camps de travail en Allemagne. Peu après, le 17 juillet, Heinrich Himmler visita Auschwitz pour inspecter ce complexe en constante expansion. Son arrivée fut accueillie par un grotesque spectacle de solennité apparente. Lorsque la voiture du Reichsführer SS traversa la porte principale d'Auschwitz-Berne, l'orchestre du camp, composé de musiciens juifs, interpréta la marche triomphale de l'opéra Aïda de Verdi. Une scène aussi macabre que symbolique de la perversion du système nazi. Le Reichsführer SS descendit de la voiture, s'arrêta quelques secondes pour écouter la musique et rendit son salut à Rudolf Heuss. Ensemble, ils passèrent en revue une garde d'honneur insolite, des prisonniers vêtus d'uniformes rayés, fraîchement lavés et repassés pour l'occasion. Himmler, avec ses lunettes inséparables et son menton rentré, les contempla avec froide indifférence avant de se diriger avec Heuss vers le bureau de commandement. Là, les plans d'agrandissement du complexe lui furent présentés. De nouvelles chambres à gaz et des fours crématoires encore plus grands, conçus pour une extermination à l'échelle industrielle. Plus tard, accompagné de sa suite, Himmler se rendit à la gare du camp pour assister à l'arrivée d'un convoi de juifs hollandais. L'orchestre recommença à jouer, offrant un leurre d'ordre et de normalité. Un officier de la France libre, déporté à Auschwitz, se souviendrait plus tard. Au début, les gens se laissaient tromper par cet ordre apparent et la musique. Mais ils percevèrent bientôt l'odeur de la mort, et lorsque les séparations commençaient, ils comprenaient ce qui les attendait. La première division était brutale. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Le chaos des familles déchirées était réprimé à coups de chiens et de fouets. Cette scène de terreur était exactement ce que Himmler était venu observer. Le processus de sélection sur la rampe, dirigé par 2 médecins de la SS. Il décidait d'un simple geste qui serait envoyé au baraquement de travail forcé et qui mourrait immédiatement dans les chambres à gaz. Mais même ceux sélectionnés pour travailler étaient condamnés. Peu survivaient plus de 2 ou 3 mois, dévorés par la faim, l'épuisement ou les coups. La plupart finissaient néanmoins dans une chambre à gaz, consumée par un système qui ne distinguait pas la mort immédiate de la mort lente. Himmler accompagna personnellement le groupe destiné aux chambres à gaz du bunker numéro 1 et, à travers une petite fenêtre, assista à l'agonie des prisonniers.
Son intérêt ne se limitait pas à la procédure elle-même. Il voulait aussi évaluer l'impact de ces exécutions sur les hommes de la SS, se souvenant encore de l'usure psychologique subie par les Einsatzgruppen lors des massacres à l'Est l'année précédente. Après l'exécution, il observa les prisonniers des Sonderkommando retirer les cadavres et donna l'ordre à Heuss que, dorénavant, les corps soient incinérés pour éviter des problèmes d'inhumation. Le contraste dans sa personnalité était troublant. Himmler, qui disait frissonner à l'idée du sacrifice massif d'animaux dans les abattoirs, contemplait avec froideur scientifique le massacre des personnes qu'il appelait « la racaille humaine ». Dans une lettre à un subordonné, il écrirait « Il ne s'agit pas d'une question de Weltanschauung pour se débarrasser des poux, il s'agit d'une question d'hygiène ». Avec son air méticuleux, presque clinique, il se présentait comme un bureaucrate de l'extermination, tout en aimant présenter la SS comme une sorte d'ordre chevaleresque aux accents néo-gothiques. Depuis Auschwitz-Birkenau, Himmler et sa suite se rendirent en voiture à Auschwitz-Monowitz pour visiter le complexe industriel de Buna-Werk. IG Farben, la puissante société chimique allemande, était directement responsable de la mort de dizaines de milliers de prisonniers contraints de travailler dans des conditions inhumaines dans cette usine qui, malgré tout, n'a jamais produit de caoutchouc synthétique en quantités utiles. L'entreprise finançait également et soutenait logistiquement les expériences les plus cruelles menées à Auschwitz-Birkenau. Le Hauptsturmführer Dr Joseph Mengele, célèbre pour son sadisme, utilisa des enfants, en particulier des jumeaux, ainsi que des adultes comme cobayes humains dans des études macabres, mêlant pseudosciences, torture et meurtre. Outre l'ablation d'organes, la stérilisation et l'infection délibérée des victimes sélectionnées, Joseph Mengele réalisa des essais avec de nouveaux sérums et médicaments, beaucoup fournis par la division pharmaceutique Bayer DJ Farben. Ces expériences étaient présentées comme des études médicales, mais constituaient en réalité un laboratoire de l'horreur où les prisonniers devenaient du matériel jetable. Mengele n'agissait pas seul. Le docteur Helmut Vetter, également membre de la SS et lié à IG Farben, réalisait des expériences à Auschwitz sur des prisonnières. L'entreprise avait demandé 150 femmes pour ces tests et Rudolf Heuss, commandant du camp, demandait 200 Reichsmark par personne. Après une négociation, le prix fut réduit à 170. Aucune de ces prisonnières ne survécut. IG Farben confirma par lettre à Heuss la mort de toutes ces femmes avec un froid bureaucratique. Vetter lui-même se montrait enthousiaste quant à son travail. Dans une lettre à un collègue, il écrivit « J'ai l'occasion d'essayer nos nouveaux préparations. Je me sens comme au paradis. » Une confession qui révèle à quel point la science avait été mise au service du crime. Les essais ne se limitaient pas à Auschwitz. À Mauthausen et Buchenwald, des tests pharmaceutiques ont également été réalisés sur des prisonniers. IG Farben s'intéressait particulièrement au développement d'une méthode efficace de castration chimique pour l'appliquer dans les territoires occupés de l'Union soviétique, une idée qui combinait la logique de l'exploitation à l'idéologie eugénique du régime. Himmler soutenait fermement les expériences de stérilisation du professeur Karl Kloberg à Auschwitz. La participation de médecins de renom à ces atrocités constitue un exemple effroyable de la manière dont l'ambition de pouvoir et de prestige illimité pouvait obscurcir le jugement d'individus hautement instruits. Sous le régime nazi, beaucoup présentaient leurs pratiques cruelles comme des recherches prétendument bénéfiques pour l'humanité, alors qu'elles n'étaient en réalité que des tortures déguisées en science. La rhétorique nazie renforçait cette perversion. Des métaphores médicales étaient fréquemment utilisées pour justifier l'extermination, parlant de l'extirpation des tumeurs au sein de la société. Ce langage s'accompagnait d'un humour macabre. Les approvisionnements en zyklon B, le gaz des chambres à gaz, arrivaient par camions marqués du symbole de la Croix-Rouge. Malgré le serment strict de silence imposé aux officiers et soldats de la SS, les secrets des camps ne pouvaient pas rester cachés indéfiniment. À la fin de l'automne 1942, le docteur Kurt Gerstein, expert en gaz de la SS, fut tellement horrifié par ce qu'il vit lors d'une inspection qu'il rompit le silence. Lors d'un voyage en train de Varsovie à Berlin, dans l'obscurité d'un compartiment, il relata tout ce qu'il avait vu au diplomate suédois, le baron von Otter.
Von Otter transmit fidèlement l'information à son ministère à Stockholm, mais le gouvernement suédois, craignant des représailles, décida de la classer. Cependant, la vérité continua à filtrer. Par l'armée nationale polonaise et d'autres réseaux, les Alliés commencèrent à recevoir des rapports de plus en plus précis sur ce qui se passait dans les camps de la mort. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, contrastait profondément avec l'élite intellectuelle de la SS, principalement concentrée sur le Sicherheitsdienst. Höss n'était ni théoricien ni idéologue raffiné. C'était un ancien soldat d'âge moyen, rigide, obéissant et sans imagination, qui avait gravi les échelons du système des camps de concentration simplement en exécutant les ordres à la lettre. Primo Levi le décrirait non pas comme un monstre ou un sadique, mais comme un homme vulgaire, arrogant, ennuyeux et médiocre, incapable de penser par lui-même, mais capable d'exécuter sans hésitation l'extermination de foules. Son servilisme envers ses supérieurs était absolu, et il considérait Himmler comme une figure quasi divine, comparable à Hitler. Le portrait de Höss devient encore plus grotesque lorsqu'on lit comment il se présentait comme un homme de valeur familiale, un chef de famille exemplaire, alors qu'en réalité il consacrait chaque jour à détruire la vie de milliers de familles. Cette contradiction devint l'un des traits les plus perturbants de sa personnalité, la banalité du mal incarné dans un bureaucrate de l'extermination. Dans ses mémoires, frôlant l'auto-apitoiement, Höss se plaignait de la supposée faible qualité morale du personnel de la SS affecté à Auschwitz, et en particulier des capots recrutés parmi les criminels ordinaires. Ces prisonniers portaient un triangle vert sur leur uniforme, tandis que d'autres groupes étaient identifiés par des couleurs différentes, les juifs avec un triangle jaune, les prisonniers politiques avec un rouge, les républicains espagnols avec un bleu foncé et les homosexuels avec un rose. Les capots femmes étaient particulièrement redoutés. À Budi, un sous-camp d'Auschwitz, un détachement disciplinaire était dirigé par des détenus ordinaires qui s'étaient fait une réputation de cruauté. Höss décrivait avec un étonnement apparent la violence de ces femmes. Il relatait comment elles attaquaient des prisonnières juives françaises jusqu'à les tuer à coups de hache ou en les étranglant de leurs propres mains. Il résuma lui-même: « Il me semble incroyable que des êtres humains puissent devenir de telles bêtes. » Bien que Höss prétendait être horrifié par la brutalité des capots femmes, en pratique, il encourageait la corruption et la violence dans le camp. Il allait jusqu'à récompenser les capots hommes avec l'accès à un bordel improvisé. Un hangar où des prisonnières juives étaient contraintes de satisfaire leurs désirs avant d'être finalement envoyées dans la chambre à gaz. Ce système macabre montrait la déshumanisation totale des victimes, transformées en objets jetables au service de la SS et de ses collaborateurs. À l'opposé, les prisonnières les plus privilégiées étaient les témoins de Jéhovah, méprisamment appelés « vers de la Bible ». Elles avaient été emprisonnées pour avoir refusé le service militaire, mais à Auschwitz jouissaient d'un statut particulier. Elles étaient employées comme domestiques dans les maisons des officiers et même comme nourrices pour leurs enfants. La confiance envers elles était telle que les SS acceptaient même leur refus de laver ou de toucher les uniformes militaires, estimant cela incompatible avec les principes pacifistes de leur foi. Le contrôle dans le camp reposait également sur les Hundestaffeln, les unités canines. Pour les prisonnières, la peur des chiens était encore plus grande que pour les hommes. Leurs gardiens, dans un déploiement de sadisme, lâchèrent parfois les laisses juste pour s'amuser, provoquant des attaques semant la terreur. C'est probablement cette menace qui empêcha de nombreuses femmes de tenter la voie rapide vers la mort, comme certains hommes qui couraient contre les barbelés en espérant recevoir un coup de feu immédiat. Les femmes savaient que, dans leur cas, il était plus probable que les gardes lâchent les chiens pour les poursuivre, prolongeant encore leur agonie. Höss reconnaissait que les femmes posaient souvent des problèmes supplémentaires pendant le processus d'extermination. Dans les vestiaires des chambres à gaz, certaines cachaient leurs bébés parmi les piles de vêtements dans l'espoir de les sauver. Ainsi, les brigades de travail juives, les Sonderkommando, devaient vérifier chaque vêtement et, lorsqu'elles trouvaient un enfant, le placer dans la chambre avant que les portes ne se ferment. Le commandant était frappé par l'obéissance de ses prisonniers qui, grâce à un pacte tacite, conservaient la vie quelques semaines de plus en échange de leur collaboration à la machine d'extermination. Dans ses mémoires,
Il tenta de les dépeindre comme des complices volontaires, bien que la réalité fût différente. La volonté de survivre, même temporairement, pesait plus que tout principe moral dans un environnement où la dignité humaine avait été anéantie. La certitude d'une mort inévitable était éclipsée par le besoin désespéré de s'accrocher à la dernière bouffée de vie. Peu nombreux étaient ceux qui osaient avertir les nouveaux arrivants du sort qui les attendait. Les nazis avaient réussi à construire un monde où la solidarité était détruite, imposant un darwinisme social extrême qui obligeait à choisir entre prolonger de quelques jours l'existence ou périr sur le champ. La mission imposée aux Sonderkommando était si macabre qu'elle les déshumanisait complètement. Heuss décrivait qu'ils accomplissaient ces tâches avec une indifférence cruelle, comme s'il s'agissait d'un travail de routine. Ils traînaient les cadavres en mangeant ou en fumant. Et même lors de l'incinération de corps exhumés de fosses communes, ils continuaient à mâcher du pain, comme si la mort massive avait perdu tout sens. Parmi les prisonniers masculins, les mieux placés étaient ceux affectés à l'entrepôt appelé Canada, où étaient triés les biens confisqués, vêtements, chaussures, lunettes et même cheveux humains, devenus matière première. Cet accès aux objets de base leur donnait un petit avantage pour survivre quelques jours de plus, mais tous savaient qu'ils étaient morts vivants. À l'été 1944, quelques mois avant la libération du camp, un groupe de juifs du Sonderkommando de Canada entreprit une révolte désespérée. Ils réussirent à tuer 4 gardes SS avant d'être abattus. 455 prisonniers furent tués lors de la répression. Au-delà d'Auschwitz, le plan d'extermination nazi s'étendit à de nouveaux centres. Treblinka et Sobibor, dans le cadre de l'action Reinhard, nommée en mémoire de Reinhard Heydrich après son assassinat à Prague. La coordination de ce projet revint à Oswald Paul, chef de l'Office central de l'administration et de l'économie des SS, un bureaucrate implacable dont l'obsession était de rendre le génocide efficace et rentable. Pour les nazis, rien ne devait être gaspillé. Les dents en or étaient arrachées des cadavres. Vêtements, valises, chaussures et lunettes étaient emballés et envoyés au Reich pour être distribués aux civils ayant tout perdu lors des bombardements. Les cheveux coupés aux victimes avant d'entrer dans les chambres à gaz étaient stockés et tissés, car on disait qu'ils conservaient mieux la chaleur que la laine. On en fabriquait des chaussettes pour les équipages de la Luftwaffe et des sous-marins. En pratique, la majeure partie servait de rembourrage pour les matelas. Le butin arrivait même sur les fronts. De retour de mission dans l'Atlantique, les équipages des sous-marins recevaient des caisses pleines de montres en cadeau. Beaucoup comprirent rapidement d'où provenait cette générosité. C'était un rappel macabre que derrière chaque objet se trouvait une vie fauchée dans les crématoires de l'Est. On pourrait dire que le succès des massacres de masse dépendait du flux continu d'un tapis roulant, chargé d'introduire les victimes, nues et sans résistance, dans la chambre à gaz. Mais concernant le fonctionnement de la main-d'œuvre esclave de ce système, Paul ne parviendrait jamais à résoudre le problème fondamental des camps de concentration. Quand on se consacre à éliminer ces esclaves par la maltraitance, il est impossible d'obtenir d'eux un bon travail, comme cela a été démontré 1000 fois.